On a quand même une situation macroéconomique qui reste, je dirais, assez porteuse. Pour qu'il y ait une crise qui arrive, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et quand on regarde aujourd'hui l'endettement des ménages, la bulle sur les actifs, on n'en voit pas trop. Quand on regarde les banques centrales, ce qu'on en attend d'elles, la Fed, ce que je disais, elle a déjà fini de monter ses taux. Et la Banque centrale européenne, certes, elle a fini son quantitative easing, mais elle ne va pas remonter les taux sans doute. Peut-être pas de l'année, et en tout état de cause, pas avant la toute fin d'année. Donc des banques centrales très très gentilles. Le Brexit, c'est la grande inconnue, et la guerre commerciale, pour nous, est plutôt en train de se calmer. Donc là-dedans, on est dans un environnement qui est certes compliqué, il va falloir surnager et avoir des décisions d'investissement et je dirais assez réactives, mais ce n'est pas l'Armageddon, ce n'est pas de nouveau la crise de 2009-2007, ça c'est des crises qui arrivent une fois tous les 20 ans, ou même plus que ça, donc il n'y a pas de raison d'être trop inquiet. Cela étant, pour quand même terminer sur une note aussi un peu prudente, c'est qu'on sent bien que la volatilité en 2019 va être encore plus forte qu'en 2018 et encore plus forte qu'en 2017. On l'a bien vu en fin d'année, au mois de décembre, vous avez le pire mois pour les actions depuis la crise de 29. C'est le pire mois de décembre depuis 1929 qu'on a vu sur les actions. Et hop, en janvier, arrive le début d'année, et c'est le meilleur mois sur les actions depuis 1987. Donc on sent bien qu'il y a des swings au sein des actifs financiers, et ça, c'est typique d'une fin de cycle, avec des banques centrales justement qui sont un petit peu en pivot et des économies beaucoup plus matures. Donc on a des spreads qui vont beaucoup s'écarter, on a de la volatilité qui va revenir et on a sans doute des actifs dits risqués comme les actions qui vont pas mal évoluer. Donc 2019, il faut être très prudent, on va avoir de la volatilité, mais pour autant je crois qu'il ne faut pas craindre le pire, il faut juste être prudent. La France quelque part c'est... Quand je me regarde, je m'inquiète et quand je me compare, je me rassure. C'est-à-dire qu'on est très inquiet de notre situation, nous, Français, mais finalement, quand on regarde objectivement et quand on interroge les investisseurs étrangers, les réformes structurelles, pour beaucoup, ont eu lieu. On va avoir plutôt un choc positif de croissance. Il y a des dépenses publiques supplémentaires d'une part et d'autre part des prix du pétrole et des matières premières qui sont un vrai boost pour l'économie française. C'est toujours une des économies qui en profite le plus. Donc nous, on est plutôt en train de réviser à la hausse les chiffres de croissance française. On devrait avoir 1,8% de croissance et moins de 1% en comparaison en Allemagne. Donc en France, il y a plein de choses à dire, mais ça ne va pas si mal. And interestingly, after a horrible year in 2018, where we've seen growth coming down in the whole region, where we've seen outflows, capital outflows, because of a very, very aggressive Fed, where we've seen a trade war between the US and China, we basically are going to see a very different outlook for 2019, a much more positive, albeit temporarily positive outlook. And the reason for this positive outlook in 2019 is basically that the worst has actually come to an end. We expect a deal, again, temporary deal, on the US-China trade war. We expect an agreement which basically will push China to import much more from the US. This is actually not great news for Europe, because we compete with the US in the Chinese market with very similar products. But overall, a very good news for the market. Beyond that, we will also see a massive stimulus in China. And the reason for this massive stimulus is really that the situation, the economic deceleration in China has been much faster than expected. So the Chinese are ready to do basically whatever it takes. And in fact, as in Europe, as in the US before, it will be the People's Bank of China taking the role of lifting the Chinese economy. And therefore, we should expect the recovery in China's stock market, a credit rally in China, because there's a lot of liquidity that is going to be injected in the private sector in particular. And thus, it's a very good year for markets in Asia, because this is going to reverberate in other Asian economies, especially those most dependent on China. So you can think about Australia, Korea, and the like. And however, let's not forget, this is simply a sort of QE from the PBOC and not necessarily real growth, i.e. we would imagine that there will be a lot of credit misallocation down the road that would possibly, surely I would say, push China's growth rate further downwards down the road.
but let's enjoy 2019 for whatever it's worth. On a une situation aux États-Unis et en Europe qui est assez intéressante parce qu'elle est assez similaire des deux côtés de l'Atlantique. D'une part, l'analyse économique traditionnelle nous dit plutôt que la situation économique en 2019 dans ces deux pays va être assez bonne, et j'y reviendrai. Et d'autre part, les marchés financiers nous passent un message qui est complètement différent, qui est qu'il va y avoir une stagnation ou même une récession dans les deux pays. Nous avons un fort recul des marchés d'actions, un fort recul des marchés des obligations des entreprises, beaucoup d'aversion pour le risque sur les marchés de la part des investisseurs. Et donc, il faut se poser dans les deux cas, et de façon similaire, la question centrale qui est qui a raison, les économistes ou les marchés. Alors, je pense que raisonnablement aujourd'hui, on ne doit pas attendre une récession ni aux États-Unis ni en Europe. Et pourquoi cela ? D'une part, la situation financière des entreprises est encore extrêmement bonne des deux côtés de l'Atlantique, avec des profits qui sont au plus haut historique. Ceci vient surtout des taux d'intérêt très bas, qui évidemment ont réduit beaucoup la charge de la dette des entreprises. Ça vient aussi de ce que les salaires augmentent relativement peu. On a évidemment une politique monétaire qui reste extrêmement stimulante. Les taux d'intérêt ont monté aux États-Unis, mais ils sont encore très très modérés, et en Europe, ils ne montent pas. Une politique budgétaire, surtout aux États-Unis, très expansionniste. Il n'y a pas de bulle particulière sur les prix des actifs. Les ménages se sont désendettés, etc., etc. Donc honnêtement, il n'y a pas aujourd'hui un mécanisme économique visible qui pourrait amener ces deux pays en récession, alors même que c'est l'histoire que nous racontent les marchés financiers. Qu'est-ce qui pourrait être une source d'inquiétude ? La Chine, puisque nous avons un freinage de l'économie en Chine qui est très important et dont il n'est pas tout à fait sûr que les politiques de relance du gouvernement chinois réussissent à corriger. Et deuxièmement, un enchaînement très pervers qui serait que la dégradation des marchés financiers, par elle-même, dégraderait les économies, alors que normalement, les économies n'auraient pas dû se dégrader. Et ceci est particulièrement le cas aux États-Unis, avec un enchaînement qui peut être très négatif entre le marché des obligations des entreprises, le marché du crédit et les effets de richesse sur les ménages.